Alors, bonjour, Monsieur Sek. Bonjour, M. Sané. Alors, présentez-vous déjà. Bon, je m'appelle Alun Badarasek, je suis le secrétaire général de l'Alliance nationale pour le changement, un mouvement que nous avons porté sur les fonds baptismaux au mois d'avril 2022, suite à notre participation aux élections locales de Kermassar Sud. Je suis également le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de Saint-El, une compagnie pour laquelle j'ai travaillé pendant ces 10 dernières années. Bon, je suis ingénieur financier de formation. J'ai fait mes études ici à Dakar, primaire, et puis après j'ai fait le Prytanée militaire de Saint-Louis, d'où je suis sorti avec mon bac. Après j'ai rejoint l'université de Dakar, l'école supérieure polytechnique, d'où je suis sorti avec mon diplôme en informatique, en programmeur, avant de m'envoler pour les États-Unis pour continuer mes études. Donc j'ai fait 12 ans. Donc j'ai eu là-bas mon bachelor en finance, un MBA en finance. J'ai travaillé pour de grands groupes aux États-Unis, notamment la JP Morgan Chase Bank, et avant de monter mon entreprise. Bon, en 2012, j'ai décidé de rentrer au Sénégal, disons de manière définitive, parce que depuis lors, je suis là. Et comme je l'ai dit, depuis 2012, je travaille pour le compte de Tigo, toujours dans le compte de la finance et des activités commerciales. Donc, globalement, c'est un peu voilà, mon parcours en résumé. Et vous avez récemment lancé votre mouvement. Alors, pourquoi vous en êtes arrivé là, à devoir créer votre propre mouvement? Pour une raison très précise, parce que bon, nous côtoyons le champ politique depuis des années. Hein. Moi, je suis rentré en 2012, je me suis lancé vraiment de manière active. Je ne dirais pas dans la politique, mais plutôt dans, entre autres dans l'activisme. Parce que la raison, dans l'engagement, voilà, exactement. Parce que la raison pour laquelle on s'était engagé, c'était que, ben voilà, on avait le problème du troisième mandat qui s'était posé à l'époque. Et malheureusement, que l'on revit aujourd'hui encore, en tout cas les prémices. On s'était engagé pour que le président respecte ses 2 mandats et s'en aille. Bien qu'on aimait bien Abdoulaye Wade. Moi, je le dis, si j'habite à Kermassar, c'est grâce à Abdoulaye Wade. Donc, depuis lors, on côtoie le milieu politique, mais on voit que réellement, il y a peu d'offres politiques. Et le débat, des fois, est très, très, très bas. On n'a pas un débat de qualité qui nous permette de sortir, en fait, des problèmes que les Sénégalais vivent au quotidien, notamment les jeunes. Moi, je pense que si on a l'ambition de parler d'un Sénégal émergent d'ici 2040, il ne faut pas mettre de la poudre aux yeux aux gens, il faut tenir un langage de vérité. Parce qu'il y a rien à redire, hein, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais si aujourd'hui on regarde nos indicateurs économiques, où est-ce qu'on sera d'ici 2035, quand on parle de Sénégal émergent, moi je nous vois mal en 2035, en tout cas à ce rythme, à un niveau d'émergence. Parce que ce que nous faisons, c'est ce que les autres pays africains font, et ça ne nous sort pas en fait du lot. Donc je pense qu'il va falloir qu'on tienne un langage de vérité aux gens, qu'on donne des propositions concrètes. Parce qu'en fait, nous, c'est ça l'idée, de faire des propositions concrètes, parce que pour le moment, nous n'avons aucune responsabilité au niveau de l'État, mais au moins faire des propositions qui puissent permettre aux Sénégalais de sortir des difficultés qu'ils vivent au quotidien. Et pourtant, l'État dit que durant les dernières années, et bon, peut-être durant les 10 dernières années, le taux de croissance a tourné autour de 6%, et l'année prochaine, peut-être le Sénégal sera producteur de pétrole et de gaz. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, vous qui peignez ce tableau assez sombre? Bon, en fait, 6% c'est bien. Je dis 2 choses déjà. 6% c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire, si on fait une projection des 6%, si on continue à croître à 6%, d'ici 2040, par exemple, on sera au niveau où... qu'on veut atteindre. Non, même pas. On sera au niveau de Singapour en 1990. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire le niveau de PIB que Singapour avait en 1990, nous on l'aura, si on croit à 6%, on sera à ce niveau en 2040. Donc c'est extrêmement lent. C'est très lent. C'est-à-dire si on veut réellement atteindre un certain niveau de développement dans notre pays, il va falloir qu'on puisse croître non seulement de manière beaucoup plus significative, mais de manière beaucoup plus soutenue également. On dit qu'on fait 6% durant ces dernières années, mais on fait sensiblement la même chose que le Burkina, on fait sensiblement la même chose que le Bénin, sensiblement la même chose que le Togo, et on fait moins que la Côte d'Ivoire.
Donc il faudrait aussi que quand on fait des choses, qu'on puisse les placer dans un contexte. On est dans un contexte économique qui a été favorable durant ces 8 dernières années avant Covid. Donc on ne peut pas dire qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'il y a des mesures quand même, avec le plan Sénégal émergent, il faut le reconnaître. Il y a des mesures structurantes qui ont été mises en place, c'est-à-dire la mise en place d'infrastructures de développement. Ces investissements-là sont bons. Mais, je veux dire, l'État, à un moment donné, s'essouffle. Parce qu'aujourd'hui, l'État veut financer l'emploi. L'État ne peut pas réellement créer de l'emploi à tout va. Regardez dernièrement ce qui s'est passé avec le PAP 2A et le programme Préundaoui. Quand l'État débloque 450 milliards, et pour le moment, moi, quand j'ai entendu la dernière fois le ministre de l'Emploi, il nous a parlé de 62 000 emplois à peu près. Mais 62 000 emplois, aujourd'hui, on a une population qui fait quoi? 70% de jeunes. Donc au moins, il y a 4 millions de jeunes qui sont sur le marché de l'emploi à attendre un peu qu'on leur trouve de l'emploi. Si vous faites 62 000 emplois, vous n'avez même pas fait 2% du pourcentage de jeunes qui a besoin d'emploi. En fait, ce que l'État doit faire, c'est arrêter de payer des salaires aux jeunes, mais plutôt créer de la richesse, c'est-à-dire permettre à ces jeunes-là de se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer leur propre emploi, d'employer d'autres jeunes et de manière durable pouvoir payer ces jeunes-là qui vont travailler dans un écosystème. Je donne un exemple. Moi, j'ai été dernièrement à Diamniadio. Quand vous allez à Diamniadio, notre économie, malheureusement, et c'est quand vous parlez de croissance de 6%, etc., pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ressentie par les populations? C'est parce que cette croissance, elle est extravertie. Notre économie est détenue par des Français, par des Turcs, par des Marocains, etc. Et j'en passe. Mais comment venir à bout de ce phénomène-là? Mais c'est simple. Mais il faut faire comme tous les pays qui se sont développés. Moi, je prends toujours l'exemple de Singapour pour une raison bien simple. Singapour fait la taille du département de Saint-Louis, à peu près. Un peu moins. Parce que ce département de Saint-Louis te fait 800 km², Singapour est à 700 km². C'est un peu plus que Dakar, Singapour. Un peu plus que la ville de Dakar. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, moi, je veux investir au Sénégal, je suis français, je suis marocain, je suis turc, je veux investir au Sénégal. Je dois avoir un partenariat de manière obligatoire avec un local, avec un Sénégalais. Et il y a des Sénégalais qui ont vraiment cette expertise-là. Moi, je l'ai vécu dans le milieu des télécoms. Si vous voyez des sociétés qui viennent, qui travaillent et qui s'en vont, mais il y a de la valeur qu'ils prennent au Sénégal et qu'ils amènent chez eux. Parce que c'est des virements qui se font de manière mensuelle vers des comptes à l'étranger. Mais il faut organiser ces jeunes-là. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis allé à Diamniadio pour acheter des briques préfabriquées. Le marché des briques préfabriquées est détenu par des Turcs. Moi, je me demande qu'est-ce qu'un Turc va venir faire jusqu'au Sénégal pour nous faire des briques. Je suis désolé, une machine à faire des briques avec un vibreur, mais on peut trouver quand même des GIE de jeunes à qui on donne des prêts de peut-être 10, 20 millions, qui se lancent, mais si vous leur donnez 3 ans, 4 ans, ils vous remboursent en 1 an. Et vous avez créé 10 emplois, 20 emplois, vous le faites à foison, avec tout le marché qu'il y a dans la construction au Sénégal, l'agro-business, il nous faut investir. L'État doit investir dans des secteurs qui ont une forte intensité de main-d'œuvre. Et ça, j'ai regardé tous les programmes de l'État, que j'ai pu voir en tout cas, notamment le PAP 1, le PAP 2A, etc. Je ne vois pas qu'ils insistent sur ces points-là. Si vous prenez l'industrie pharmaceutique, nous avons besoin de médicaments, nous devons importer des médicaments qui viennent de Tunisie, d'autres pays africains. L'industrie pharmaceutique est porteur d'emploi. L'industrie de fabrication des articles de sport, combien de sportifs avons-nous au Sénégal? Et dans la sous-région également. Parce que c'est comme ça que ça commence. Vous vendez au local et ensuite vous vendez un peu dans la sous-région. Nous avons 40% de notre population qui a moins de 15 ans. Et c'est le même cas un peu en Afrique. L'industrie de fabrication des jouets. Nous avons besoin de jouets pour nos enfants, nous les importons de Turquie. Et pourtant, ça, c'est des industries sur lesquelles on peut investir. Tout ce dont l'État doit faire, tout ce que l'État a besoin de faire, c'est-à-dire, moi, j'ai 450 milliards que je dois débloquer sur 3 ans. Je dois pouvoir appuyer des jeunes entrepreneurs sur ces projets-là. Avec 100 milliards, vous créez 50 000 emplois. Plutôt que de mettre 450 milliards sur 3 ans et à l'instant, nous n'avons que 60 000 emplois. Mais est-ce que ce n'est pas ce que l'État est en train de faire, par exemple, à travers la DER, par exemple? Bon, vous savez, la DER, il y a à boire et à manger sur la DER. Parce que la DER, vous voyez des jeunes qui ont pris des financements qui sont retrouvés en Italie.
Ouais, je pense qu'il y a également quand même certainement comment dire, des expériences qui ont été quand même concluantes, je l'imagine. Mais je ne vois pas l'impact réellement entre nous. Je ne vois pas, et c'est ce qui nous manque des fois. On lance des projets, mais il n'y a pas une phase d'évaluation. Il n'y a aucun tableau de bord qui nous dise que l'ADER a bénéficié de tant de milliards depuis qu'elle a été créée, et elle a créé tant d'emplois, ou bien tant de sociétés qui sont de manière durable, porteuses d'emplois, porteuses de revenus et profitables. Nous, c'est ces données-là dont on a besoin pour voir réellement ce qui se passe. Mais ce qui se passe, moi, quand je vis au Sénégal, on voit les jeunes qui étaient au chômage et qui sont toujours à la recherche d'emploi, mais c'est les mêmes jeunes que nous côtoyons tous les jours. Et nous ne voyons pas de changement de manière. Quand vous regardez les infrastructures, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un changement au niveau infrastructurel au Sénégal. Mais quand il s'agit de l'emploi, mais ça ne se pas l'infrastructure en fait. Exactement. Et ce que je dis, c'est-à-dire, on sait qu'il y a eu des infrastructures, des investissements ont été faits, on les voit, on les utilise. Mais quand il s'agit de l'emploi, nous voyons que nos jeunes sont au chômage. Mais paradoxalement, en économie, on nous dit que une économie qui marche, c'est une économie qui crée des emplois. Absolument. Et finalement, donc, quelle conclusion tirez-vous sur les 10 années d'économie de Macky Sall? Je pense qu'il a... moi, je dirais que le président Macky Sall, peut-être après 2 années, a trouvé une voie avec le plan Sénégal émergent. Ça lui a permis de lancer un premier plan. Bon, on a débloqué 9 000 milliards, à peu près 10 000 milliards sur le PAP 1. Je pense que c'était une bonne chose. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'éléments pour évaluer même le premier PAP. Qu'est-ce qui a été réellement fait? On peut le voir, il y a eu des infrastructures, on a des stades, etc. D'un point de vue infrastructurel, je pense que c'est bon. Mais il faut le reconnaître. Et c'est pour cela que les 2 ans sont suffisants pour un président de la République. Les 2 mandats sont suffisants. Parce qu'à un moment donné, on s'essouffle. On est à court de solutions. En ce moment, nous avons besoin d'un nouveau souffle. Parce que l'État est essoufflé. Si vous voyez qu'on est là en train de... vous vous rendez compte? Je pense que la première partie a été plutôt bonne. Et c'est pour cela qu'il a pu bénéficier d'un second mandat. Maintenant, lors de ce second mandat, je pense que ça a été un peu difficile avec la Covid qui est entrée. Le fait également que le climat politique est instable. Et ça, c'est de la responsabilité première du chef de l'État. Parce que c'est lui qui a entretenu le flou dans sa succession. Moi, je pense qu'il faut mettre à l'aise tous les acteurs politiques et également les acteurs économiques. Parce qu'en fait, ça favorise un peu le climat des investissements et tout, quand le climat politique il est stable. Donc là, il a créé une instabilité dans son second mandat en entretenant le flou. Et avec l'entrée de la Covid et tout, ça n'a pas aidé. Si vous voyez aujourd'hui, après 10 ans, le président met un programme Réundaouni, moi, ça me pose problème. Ça pose problème. On ne peut pas faire 10 ans au sommet de l'État et commencer à penser à un schéma pour créer de l'emploi pour les jeunes. Et c'est des emplois qui ne sont même pas durables. Je dirais que son premier mandat quand même a été plutôt bon en termes vraiment d'investissement dans les infrastructures, mais le second mandat, ça c'est un total échec. Et vous parlez de second mandat, mais troisième mandat, est-ce que c'est impensable? Et est-ce que c'est pensable dans une pareille situation, avec une évolution politique pareille? Est-ce qu'il est envisageable de penser Macky Sall présenter à nouveau une candidature? Moi j'ai deux observations là-dessus. La première, c'est que le débat sur le troisième mandat ne doit même pas être entretenu. Parce que les vidéos sont là. Moi, pas plus tard qu'hier, j'ai regardé encore la vidéo du président où on lui demandait devant les journalistes s'il allait se présenter pour un troisième mandat. Il a de manière catégorique réfuté cela et expliqué qu'il en était à son premier, qu'il cherchait un second de 5 ans, donc il avait fait 7 ans, qu'il cherchait un second, et il a ajouté que lui-même a ajouté dans la Constitution que nul ne pouvait faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc moi je pense que ce débat-là, il est entretenu peut-être à dessein, mais c'est un débat qui ne doit même pas être tenu. Maintenant, c'est lui qui a créé le flou en ne disant pas de manière catégorique, en ne réitérant pas en tout cas. Parce que quand il cherchait un second mandat, il a dit de manière très claire. Une fois qu'il l'a eu, il a été un peu plus biaisé. C'est lui qui l'a entretenu. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en Afrique, je pense que, non seulement mais au Sénégal d'abord, avant même de parler en Afrique, c'est-à-dire ce combat-là, on l'a mené en 2012. On ne peut pas revenir 10 ans plus tard, mener les mêmes combats. On n'émerge pas de cette manière-là. On ne peut pas revenir toujours 10 ans plus tard. Et puis en Afrique, si on veut vraiment atteindre un certain niveau de développement, si on veut vraiment faire face aux défis,
qui sont devant nous, je pense que nos chefs d'État doivent avoir quand même de la hauteur et aider un peu les populations à sortir de ces difficultés-là que nous vivons tout le temps. Les pays qui se sont développés grâce à leur leadership. À un moment donné, les personnes qui dirigeaient ces pays-là ont beaucoup plus pensé aux intérêts de leurs nationaux, aux intérêts de leurs descendants qui n'étaient même pas encore nés, plutôt qu'à leurs propres intérêts. Et je pense que c'est le débat qui doit être mis sur la place, plutôt que d'attendre une demande du Conseil constitutionnel, etc. Parce que ce Conseil constitutionnel, on l'a vécu en 2012, avec eux, on l'a vécu dernièrement lors des législatives. Ce n'est pas ces juristes-là qui vont nous sortir des problèmes. Est-ce que vous soupçonnez un désir de Macky Sall de pouvoir briguer encore? Vous savez, quel que soit le désir qu'il a, il n'a qu'à le garder dans sa poche. Parce qu'en fait, on ne lui laissera pas l'opportunité de briguer un troisième mandat. S'il veut mettre ce pays-là à feu et à sang, parce que ce qu'on a fait contre Abdoulaye Wade, et je pense que les gens avaient beaucoup plus, en tout cas, de considération, vu l'âge, etc., pour Abdoulaye Wade, que pour le président Macky Sall. Je pense qu'il va falloir qu'il sache raison garder. Et je ne pense pas, honnêtement, en tout cas, bon, je pense que chaque personne a sa dignité qui est personnelle. On ne peut pas tenir certaines paroles en 2019, en tout cas 2018-2019, quand on briguait un second mandat, et revenir 3 ans, 4 ans plus tard ou 5 ans plus tard, tenir totalement un discours contraire. Ce n'est pas digne d'un chef d'État. Et je pense que quand même, je ne connais pas le président Macky Sall, mais je pense qu'il ne descendra pas à ce niveau-là. Je ne pense pas. S'il le fait, il le fera à ses risques et périls. Alors, sous quelle bannière iriez-vous aux élections législatives? Aux élections législatives, nous sommes dans la coalition Yewwi Askan Wi. Comme je l'ai dit tantôt, nous étions avec la coalition Yewwi Askan Wi, mais pour les divergences lors du choix des candidats, lors des élections locales, nous étions partis sous notre propre bannière. Après les élections locales sont derrière nous. Nous nous sommes regroupés, nous nous sommes retrouvés et nous avons créé, en plus de cela, notre mouvement qui a rejoint la coalition Yewwi Askan Wi. Donc, au sein de Keur Massar, nous battrons campagne pour les candidats de Yewwi Askan Wi et nous avons bon espoir que Yewwi Askan Wi non seulement gagnera à Keur Massar, mais d'après nos projections, Yewwi Askan Wi pourrait créer une grande surprise lors des élections législatives en ayant au moins la moitié des députés au sein de l'hémicycle. Et c'est la coalition Yewwi-Wallu. Parce qu'en fait, avec Yewwi qui était parti dans 30 départements sur les 46 lors des locales, si vous avez la force de Wallu qui vient s'appuyer à celle de Yewwi, moi je dis si nous gagnons 15 départements, 15 départements sur les 46, nous avons de fortes chances d'avoir presque 82 députés. Et en prenant en compte les autres députés qui sortiront de Ars Sénégal certainement, des autres coalitions, en tout cas de l'opposition, la cohabitation est très possible. Ce n'est pas pour rien que voilà, le ministre de l'Intérieur a essayé de bloquer la liste de Yewwi. Le président a essayé, avec ses hommes, de voir comment bloquer un peu les ambitions de Yewwi Askan Wi. Mais que la liste de suppléants parte ou que la liste de titulaires parte, bon, il faut qu'ils se rendent à l'évidence, c'est la même chose. Mais est-ce que Yewwi aussi n'a pas prêté le flanc dans la confection des listes? Absolument, absolument. Ils ont prêté le flanc. Ça, il faut le reconnaître. Ceux qui ont confectionné les listes ont prêté le flanc. Ils ont fait des erreurs. Maintenant, à leur décharge, moi j'ai travaillé durant les élections locales sur des investitures. Ce n'est pas chose aisée. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas facile du tout. Moi, j'étais malade lors des investitures. C'est tellement difficile parce que... Et en plus, ils ont eu une coalition de dernière minute avec Wallu. Donc du coup, c'était pas facile. Et puis c'était un travail également, je pense, peut-être qui n'avait pas été et qui ne pouvait pas certainement être partagé avec plusieurs, avec les contraintes de temps. Bon, il y a toujours des erreurs qui se passent. Mais par contre, ce que j'ai à dire sur ce point, c'est qu'en fait, on a un processus qui, vous m'excuserez du terme, est assez aberrant. Notamment les parrainages. Parce qu'en fait, l'idée des parrainages, c'était quoi? C'est d'éviter des candidatures farfelues. Et là, je suis totalement d'accord sur ce principe. On ne peut pas dire que Yewwi Askan Wi, c'est un candidat farfelu. On ne peut pas dire même que la candidature de Gëm Sa Bopp, elle est farfelue. C'est-à-dire, on ne peut pas, sous le sceau d'assainir un peu le climat politique ou bien le champ politique, essayer de mettre des adversaires politiques un peu gênants
hors course. Ce n'est pas l'objet, en fait, réellement, ça ne doit pas être l'objet, en tout cas, du parrainage. Si on fait un parrainage, c'est pour éviter peut-être qu'un candidat comme moi puisse venir et se présenter pour les présidentielles alors que je n'ai pas la base qu'il faut au niveau national pour y prétendre. Mais si on a des candidats qui ont été aux élections, qui ont eu des résultats et qu'on connaît, moi je pense que on ne peut pas, sous le sceau de petites erreurs, les éliminer. Les erreurs, elles se corrigent. Moi, je pense qu'un Gumsebop, par exemple, n'ayant pas eu le nombre de parrainages requis, aurait pu bénéficier d'un délai. S'ils n'ont pas ce nombre-là durant ces délais, on peut considérer qu'ils sont éliminés. Mais on ne peut pas juste dire ils n'ont pas le nombre, c'est fini. Ils sont éliminés d'office. Yewwi Askan Wi a fait des erreurs. Une personne est sur la liste titulaire et elle est sur la liste des suppléants, mais vous la corrigez et vous avancez. Dans quel autre pays du monde voyez-vous qu'on élimine des adversaires sur la base d'une erreur matérielle? Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire des élections en France sans un Mélenchon, sans un Sarkozy, ou bien etc. S'ils se présentent. C'est-à-dire c'est des erreurs matérielles, on les corrige et on avance. La liste de Benno, il y a à redire. Et pourtant, ils sont passés. Et ça, ils se tirent une balle dans le pied. Parce que les Sénégalais observent ces faits-là. Ils savent que ceux-là ne devaient pas passer le parrainage, non seulement parce qu'ils en ont donné plus, et pourtant on les a laissés passer. Donc c'est ce qui montre en fait l'aberration un peu dans le processus. Moi je pense que certaines forces politiques doivent participer à ces élections. Maintenant c'est au peuple souverain de choisir. Je pense que c'est aussi simple que ça. Alors vous personnellement, pour votre mouvement, quel sera l'objectif pour ces consultations, les futures consultations? Les législatives. Non, pour les législatives, c'est comme je dis, nous sommes à Keur Massar pour le moment. Nous sommes en train d'étendre notre spectre un peu dans les autres départements. Mais pour le moment, l'objectif, c'est de faire gagner la coalition Yewwi Askan Wi. C'est très important que l'on puisse gagner à Keur Massar. Parce que Keur Massar, en ce moment, d'un point de vue local, est entre les mains de Yewwi Askan Wi. Je parle du département. Il nous faut consolider cet avantage-là au niveau de l'hémicycle. Non seulement cela, consolider au niveau de l'hémicycle, mais parvenir au moins à avoir une force assez représentative au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse quand même mener les débats qu'il faut. L'Assemblée nationale, durant, moi en tout cas, on peut faire l'évaluation du bilan de Macky Sall et parler quand même d'un peu de positivité. Mais moi, depuis 2012, on a une assemblée totalement nulle. Elle ne sert à rien du tout, cette assemblée-là. Et je suis désolé, le président Macky Sall, quand il était dans l'opposition, il avait combattu le mode de fonctionnement et le mode d'élection des députés. Mais on ne peut pas combattre certaines choses, venir au pouvoir et faire comme si, maintenant qu'elle nous arrange, on va garder le statu quo. Et c'est ce qui a posé un peu les problèmes, les blocages qu'on a au niveau de l'Assemblée. Il faut qu'on débloque cela. Je pense qu'avec une opposition forte, au sein de l'hémicycle, ou bien même une opposition qui dépasse celle du pouvoir, mais la cohabitation est là. Et ça nous donne les prémices, et c'est important. Ça nous prépare pour 2024-2025. On ne peut pas attendre 2024, parce que quand le président Macky Sall a gagné les élections en 2012, il lui a fallu 2 ans pour savoir ce qu'il devait faire. On ne peut pas attendre 2024 et recommencer à zéro. Mais le travail doit commencer. Une cohabitation dans cet hémicycle-là, est-ce que cela n'équivaudrait pas à un blocage aussi du fonctionnement normal de l'État? Je veux dire, non, absolument pas. Bon, moi, je regarde un peu l'histoire. Quand il y a eu une cohabitation entre Mitterrand et Chirac, le travail a continué d'être fait. Quand ça s'est passé c'est en France, je veux dire au Sénégal. Tout le monde connaît les rapports entre le pouvoir et l'opposition. C'est vrai que les rapports sont quand même heurtés, et des fois même un peu personnalisés, ce qui est malheureux, parce que ça va au détriment de l'intérêt des populations sénégalaises. Mais je pense que nos autorités politiques doivent un peu s'élever à la hauteur de leurs responsabilités et faire le travail qu'on attend d'eux. La bataille entre Sonko et Macky Sall à distance, c'est à quoi je faisais beaucoup référence. De fumée, beaucoup de dégâts, beaucoup de morts aussi. Comment vous voyez cela? Donc je pense que, vous savez, quand on a le pouvoir entre les mains, le pouvoir a quand même la responsabilité de prendre de la hauteur. La bataille entre, vous savez, le président Macky Sall a créé un peu le phénomène Ousmane Sonko. Parce que d'un syndicaliste qui avait créé avec voilà, ses pairs un parti politique, il a été injustement licencié. Et il a dit, c'est-à-dire quand il faisait ses études, quand il réussissait à son concours à l'École nationale d'administration, mais ce n'était pas sous le sceau de Macky Sall, ce n'était pas Macky Sall qui l'avait fait pour lui. Donc ce n'est pas une raison pour licencier de manière abusive quelqu'un. Vous le licenciez, vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour les gens. Il s'est retrouvé député. Maintenant même, il dépasse le statut de député. Aujourd'hui, quand on parle d'un opposant,
sur l'échiquier politique, on ne peut pas occulter le président Ousmane Sonko. Je pense qu'aujourd'hui, bon, nous avons vu, il n'a pas des militants, il a plutôt des fidèles. Donc c'est tout à fait normal. Mais je pense que c'est à l'État de prendre de la hauteur. Parce qu'un opposant, il s'oppose. Et il s'oppose avec les moyens qu'il a. Quand ils ont personnalisé le débat avec cette histoire de viol, etc., je pense que c'est là où ils ont franchi le Rubicon. Et je pense que des fois, il nous faut être un peu plus gentleman dans le milieu politique. Parce que chacun a des cafards dans son armoire. Donc on ne voudrait pas aussi qu'on les mette au vu et au su de tous, surtout quand on parle de politique. Moi, je pense que le milieu doit être un peu plus assaini, les relations doivent être beaucoup plus cordiales. Maintenant, les oppositions doivent être vigoureuses. C'est normal. C'est pour l'intérêt du débat, du pays et des solutions qui doivent en découler. Mais je ne pense pas qu'on doive descendre à un certain niveau. Et ça, c'est la responsabilité première de ceux qui détiennent le pouvoir. Alors, l'hivernage est déjà là et Keur Massar, votre zone, tout le monde sait, à chaque fois, ce sont les inondations. Alors déjà, vous, quelle est la situation qui prévaut là-bas déjà? Bon, ça, déjà, nous avons vécu un hivernage très douloureux ces 2 dernières années, je dirais. L'année passée, l'hivernage a commencé le 15 août. Moi, je suis sûr que certains ne retiennent même pas les dates. Nous retenons les dates des premières pluies, parce qu'elles nous impactent de manière tellement forte qu'on ne peut pas les oublier. L'hivernage a commencé le 15 août. Aujourd'hui, on a eu de petites pluies qui ont commencé, mais il faut reconnaître que Keur Massar souffre sous les eaux. Nous avions même fait un article là-dessus l'année précédente. Donc si vous voyez certains bassins qui sont à Keur Massar, ont toujours de l'eau. Il y a des zones où l'eau est toujours à Keur Massar. Pourquoi? Parce que depuis que l'hivernage a cessé, les sapeurs-pompiers ont pris leur clic et leur claque, ils sont partis. Toute l'équipe qui était là est partie. Donc il y a des zones, l'hivernage n'a même pas encore débuté de manière forte, mais ces zones sont déjà sous les eaux. Il y a des bassins qui ont déjà de l'eau, alors que l'eau doit être déversée dans ces bassins une fois qu'elles seront dans les zones habitées. Donc ça pose problème. Maintenant, quand on entend le ministre, je pense c'est en charge des collectivités locales, etc., on a l'impression que tout est vraiment clean à Keur Massar. On l'attend au fait, on l'attend au résultat. C'est vrai qu'il y a quelques infrastructures qui ont été complétées, notamment avec Enan Chine. Donc il y a des bassins qui ont été creusés, etc., qui ont été mis en place. Mais moi, c'est ce que je disais quand on faisait les élections locales. Le problème des inondations de Keur Massar ne peut pas être résolu sans une canalisation. C'est vrai que c'est un projet qui prend du temps pour être effectué, mais il faut le commencer. On ne peut pas juste mettre des bassins à gauche, à droite, au centre et derrière, et à chaque fois qu'il pleut, que l'eau est dans les maisons des personnes, que l'on prenne des tuyaux pour déverser l'eau vers ces bassins-là. Ce n'est pas une vie. C'est-à-dire, on est en 2022, on est au Sénégal. Je pense qu'il y a quand même un niveau de vie qui doit être adéquat pour les populations. Mais est-ce que vous êtes rassuré par ce qui est en train Non, non, absolument pas. Et nous avons prévu, et je profite de votre plateau pour en parler, nous avons prévu une visite de tous ces sites-là la semaine d'après la Tabaski, pour aller constater encore de visu l'état d'avancement des travaux, parce qu'ils sont quand même toujours dans les travaux. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils attendent que l'hivernage se pointe à l'horizon pour revenir avec leur matériel, avec leurs engins, etc., pour essayer de faire un peu de bricolage avant l'hivernage. Ce qui est malheureux. C'est-à-dire un État, je pense qu'un État doit planifier les choses. Nous avons vécu cela il y a 2 ans. Je pense que si les mesures avaient été prises dès ce moment-là, dès qu'on sort de l'hivernage, on commence déjà à pomper les eaux, on met en place les infrastructures, on met en place les canalisations. Je pense qu'après 2 ans quand même, dans un État qui se respecte, on aurait dû parler des inondations au passé, au niveau de Keur Massar. Mais on les vivra encore et je vous inviterai à Keur Massar pour venir voir un peu les dégâts. Alors, vous êtes expert financier. Comment voyez-vous un peu la gestion financière de l'État, mais aussi la question de la gouvernance, de la lutte contre la corruption? Comment vous voyez cela, vous? Bon, je corrige, hein, je ne suis pas expert en quoi que ce soit. Spécialiste. Je suis plutôt juste un pragmatique. Moi, je fais un peu attention aux titres pompeux qu'on voit souvent dans la presse, expert en ceci, expert en cela. Moi, je suis plutôt pragmatique. Moi, je regarde les choses et puis peut-être avec mon vécu et ma petite expérience, j'en déduis certaines choses. Mais ce qu'on voit dans le milieu, je pense qu'on a intérêt à assainir un peu notre milieu des affaires. Parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est la destination de tous les pays du monde.
on a également intérêt à détenir notre économie. Parce qu'en fait, on est en train de la perdre. Cette économie-là, elle n'est pas entre nos mains. Et si on la tient entre nos mains d'abord, si on la tient entre nos mains, c'est à partir de ce moment qu'on pourra nous ouvrir aux autres. Le milieu des affaires, il est extrêmement intéressant en Afrique. Mais la corruption, elle est, je ne dirais même pas rampante, elle est un peu partout. C'est le cas quand même dans presque tous les pays du monde. Moi, j'ai toujours eu ce débat, même quand j'étais à l'étranger. On nous parlait de l'Afrique comme un continent où il y a beaucoup de corruption. Moi, je disais que là où je suis aux États-Unis, mais vous avez des corrompus également. Mais je pense que la corruption, bon, c'est un phénomène, comme on a toujours parlé, c'est une relation entre le corrupteur et le corrompu. S'il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu. Si le corrompu, le présumé qui devait l'être, a les moyens de vraiment a les moyens qu'il lui faut, et un certain niveau d'intégrité, et un environnement également qui impose certaines règles, parce qu'aujourd'hui il y a trop de masla au sein du Sénégal. Quand on fait certaines fautes, on doit pouvoir les payer cash. Et des fois, c'est ce qui ne se passe pas. Il y a un peu de masla qui se passe derrière, les choses au niveau de l'administration, il n'y a pas une organisation qui soit correcte, qui puisse permettre quand même, quand il y a une faute, qu'on puisse... Parce que cette gestion orientée sur les résultats, cette gestion efficiente, doit se sentir au sein de l'administration même d'avoir, vraiment qu'on parle du privé. Parce que le privé, il y a des efforts qui sont faits. Mais au sein de l'administration, c'est de laisser aller. On ne sent pas que l'administration travaille pour atteindre des résultats. Des fois, c'est ça le problème. Je vous donne un exemple. Même quand on parle du plan Sénégal émergent, on ne nous dit pas où est-ce qu'on sera en 2035. On nous dit qu'on sera émergent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on nous dise où on sera, à ce rythme où est-ce qu'on sera. Donc il nous faut quand même mettre les prémices d'une gestion intègre. Et pour cela, moi je pense qu'il faut que le marteau puisse se battre sur ceux qui commettent des fautes à chaque fois qu'ils le font. Quand ces exemples-là sont faits, je pense que le reste, en tout cas de l'administration, suivra, parce qu'ils ne voudront pas tomber dans ces travers. Et comme je le dis, l'Afrique, c'est le marché du futur. Il nous faut contrôler cette économie-là. Moi, je vous donne un exemple dans les télécoms. Nous travaillons de manière récurrente avec des étrangers. Ils viennent d'Inde, ils viennent de Chine, ils viennent de l'Europe, surtout de l'Est, l'Ukraine, Moldavie, etc. La Grèce également, de l'Europe du centre et tout, et de l'Ouest. Ils viennent ici au Sénégal, ils font 2 jours. Ils quittent le Sénégal, ils vont au Rwanda, ils font 2 jours. Ils vont au Ghana, ils vont en Tanzanie, ils vont au Kenya. Ils te font peut-être 10 jours, ils te font le tour de l'Afrique. C'est pour faire quoi? C'est pour créer des partenariats. C'est pour signer des contrats. C'est pour amener un marché. C'est pour amener un marché dans leur pays. Donc il nous faut contrôler cette économie-là, parce qu'au moment où ceux-là viennent et font ces travaux-là ici chez nous, créent ces partenariats, mais nous avons des jeunes qui sont sur la touche. Il nous faut préparer ces jeunes-là à relever ces défis-là. Moi, je ne suis pas d'accord qu'un Indien vienne en Afrique, fasse le tour de l'Afrique, s'en aille, alors qu'on a des Africains qui sont là en Afrique, qui savent faire le travail mieux que celui-là, qui connaissent le terrain mieux que celui-là. Le seul problème, c'est que peut-être des fois, il y a un défaut de formation, ou peut-être des fois, il y a un défaut de moyens. Ça, c'est la responsabilité première de l'État. La formation et les moyens pour pouvoir mettre ces jeunes-là pour pouvoir leur mettre le pied à l'étrier. Alors, M. Seck, on est presque au terme de l'entretien. Alors, quel sera votre dernier mot? Ce sera d'abord vous remercier pour cette invitation, remercier le groupe GFM, notamment IGFM, et donner 2 messages. Le premier, c'est pour le président de la République. Lui demander quand même d'apaiser le climat politique, parce qu'on en a besoin. Comme on l'a dit, on a connu une certaine période de croissance, bien qu'elle n'ait pas été, bien qu'elle ait été extravertie, mais au moins on a connu une certaine période de croissance. Pour pouvoir créer un climat économique stable, il nous faut un climat politique stable. Et il est le seul, je le dis, il est le seul en ce moment qui peut stabiliser ce climat-là. En déclarant de manière très claire, très nette, qu'il ne sera pas candidat en 2024. On ne peut pas dire que si je ne suis pas candidat, mes hommes ne travailleront pas. Ça, ce n'est pas une raison. C'est-à-dire, il est temps aujourd'hui que
président de la République met tout le monde à l'aise. Et qu'on se projette, parce que c'est important. Au Sénégal, des fois, on ne se projette pas sur l'avenir. Et pour faire l'avenir, il faut se projeter dans l'avenir. Et qu'on puisse se projeter sur l'avenir. Le second, c'est appeler les Sénégalais à se mobiliser pour les élections législatives. Parce qu'il nous faut quand même une représentation forte de l'opposition au sein de l'hémicycle. Et il en va de la vitalité démocratique du Sénégal. Donc vraiment, je vous remercie pour cette invitation et vous souhaite également bon. Merci beaucoup, M. Seck. Merci, M. Sané.